Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Paix, sécurité, changement climatique mais également investissement. Telles ont été entre autres les préoccupations exprimées par l'Afrique lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Mais dans un monde préoccupé par un conflit menaçant que celui de l'Ukraine, les voix africaines ont-elles vraiment été entendues? C'est ce que nous allons voir avec notre invité Anine Zouzi, analyste politique spécialiste de l'Afrique qui est en direct avec nous depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes donc en République démocratique du Congo. Bienvenue à vous Anine Zouzi et merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Alors, bonjour infiniment, merci infiniment de m'accueillir. Merci à vous. Alors, je le disais à l'instant, donc les discours s'enchaînent aux Nations Unies, chacun vient avec ses préoccupations. Alors, les préoccupations africaines ont-elles, selon vous, été entendues lors de cette 77e Assemblée générale des Nations Unies? Vous savez que de manière générale, la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies est une opportunité non seulement pour les États africains, mais pour les organisations régionales et sous-régionales de venir partager effectivement leurs préoccupations, histoire de pouvoir faire écho des problèmes rencontrés sur le terrain. Il est bien évident que ce n'est pas dans ce cadre-là que se trouvent les solutions aux différents problèmes qui se posent avec acuité, mais ça reste une tribune intéressante pour sensibiliser non seulement les chefs d'État présents, la communauté internationale, mais surtout les opinions publiques sur la détermination des uns et des autres de pouvoir, j'allais dire, trouver des solutions à leurs problèmes. Alors, s'agissant de l'Afrique, bien évidemment, il y a eu notamment le discours de Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui lui a plutôt plaidé pour une Afrique stable et ouverte, histoire de montrer qu'en dépit de la situation internationale très compliquée qui prévaut, eh bien, l'Afrique reste encore et toujours le continent le plus attractif, mais celui vers lequel, évidemment, toute la communauté internationale devrait se tourner pour l'accompagner dans ses efforts de développement économique. Pour le reste, je dirais que c'est un exercice tout à fait convenu, diplomatique, qui ne réserve que très peu de surprises en la matière. Alors, comme vous l'avez dit, le président en exercice que nous voyons à l'image, Macky Sall, le président en exercice donc de l'Union africaine, a appelé pour une Afrique stable. Alors, cela dit, au-delà de cet aspect paix et sécurité, je le disais tout à l'heure, il y avait l'environnement, entre autres. Pensez-vous réellement que les préoccupations africaines sont les préoccupations du monde actuellement? Non, non, pas du tout. On va être très cash, si vous le permettez. À l'heure actuelle, vous avez la plupart des pays occidentaux, et je pense notamment à ceux de l'Europe occidentale, qui sont confrontés à une double crise, à la fois sanitaire, excusez-moi, mais une crise énergétique et alimentaire, même si cela affecte également l'Afrique. Vous avez une montée en puissance des opinions publiques qui sont très remontées contre leur gouvernement, notamment en Occident, et ce, à la veille de plusieurs élections qui vont se dérouler l'année prochaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les autorités de ces différents pays vont devoir se concentrer sur le plan intérieur pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est que nous sommes à un moment charnière où il y a une véritable fracture géopolitique et où chacun essaye plus ou moins de pouvoir s'aligner vers celui ou celle qui peut le mieux représenter ou défendre ses intérêts. Donc aujourd'hui, cette bascule incite certains à soit opter pour une attitude beaucoup plus ferme vis-à-vis des options levées par l'Occident, c'est-à-dire être beaucoup moins, j'allais dire, vassalisé, beaucoup moins servilisé d'une certaine manière et plutôt essayer de trouver des mécanismes en interne pour pouvoir trouver des solutions. C'est tout le sens d'ailleurs de certains comportements, de certaines attitudes que l'on a pu noter ces derniers mois au sein de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité. Vous avez des pays africains, par exemple, qui ont pris le contre-pied des alliés traditionnels sur des résolutions importantes. Alors, cela dit, comme on le sait, donc, les préoccupations, en tout cas africaines, ne sont pas forcément celles du monde actuellement. Cela dit, comment peut-on, dans ce cas, converger vers des solutions africaines aux problèmes africains?
Je crois que la grande tendance aujourd'hui, c'est que les Africains trouvent des solutions en interne. Malheureusement, lorsque les Africains essayent de se mettre ensemble pour mutualiser leurs efforts, il y a beaucoup de critiques qui montent, qui pointent à l'horizon. Je pense, à titre personnel, que ces critiques ne sont pas toujours fondées, car on ne peut pas à la fois reprocher aux Africains d'être à la solde des Occidentaux et dans le même temps, quand ils essayent de trouver des mécanismes entre eux, de les critiquer en disant que ce n'est pas sérieux. Donc il va falloir trouver à un moment donné, j'allais dire, le juste milieu par rapport à tout ça. Et bien évidemment, vous pensez bien que dans les différentes situations qui sont rencontrées à l'heure actuelle, nous allons peut-être en parler, mais au Burkina, au Mali et en Guinée, on voit très bien que la CEDEAO n'est pas forcément jugée à sa juste valeur, même si la CEDEAO n'est pas exempt de tout reproche. Mais enfin, c'est pour l'instant la seule, j'allais dire, le seul organisme à l'échelle africaine qui est en capacité de pouvoir trouver un tant soit peu une solution aux problèmes qui sont malheureusement connus dans certains pays africains. Alors, vous venez de l'évoquer, le cadre de l'ONU est l'occasion donc de rencontrer tout le monde et la CEDEAO en a profité pour organiser un sommet extraordinaire, si on ose dire, sur des cas, en tout cas, extrêmement bouillants en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la Guinée, du Mali, mais aussi de ce problème concernant la Côte d'Ivoire et le Mali sur les 46 soldats qui sont encore en détention au niveau donc de Bamako. Alors, cette réunion a débouché hier sur la déclaration de prise de sanctions contre la junte guinéenne. Que vous inspire ce bras de fer qui est en train de s'enclencher entre la Guinée et la CEDEAO après donc le cas du Mali? Alors, la grande surprise, je dirais, c'est qu'il y a une forme de radicalisation de la part de la junte guinéenne qui a vraisemblablement incité la CEDEAO à prévoir des sanctions graduelles qui vont frapper individuellement les membres de la junte. C'est très important puisque certains sont réputés avoir des avoirs à l'extérieur et donc l'idée c'est de frapper là où ça fait mal, étant donné que du point de vue de la CEDEAO, la junte reste évidemment totalement insensible et réfractaire à toute solution pour le problème qui se pose à l'heure actuelle. Alors, je pense qu'il faut donner toute sa chance à la CEDEAO, mais aussi au dialogue. Ce que je peux peut-être déplorer, c'est que nous avons comme ça une forme d'escalade où vous avez d'un côté une junte qui semble jouer l'opinion publique contre les instances sous-régionales et de l'autre côté une CEDEAO qui n'est pas toujours bien inspirée dans sa manière d'aborder la problématique. Ce que ressentent souvent les opinions publiques, et ce cas est tout à fait ressenti au Mali et au Burkina, c'est la non prise en compte des aspirations de ces différents peuples, en sachant par ailleurs que dans le cas du Burkina et du Mali, on a déjà trouvé une solution par rapport au terme de la transition. Pour l'instant, la junte guinéenne reste accrochée au terme de 3 ans, qui reste bien évidemment excessif du point de vue de la CEDEAO. Ce qu'il faut simplement espérer, c'est que les esprits puissent se calmer et dans les prochaines semaines, à la faveur d'une nouvelle médiation, nous puissions avancer en toute sérénité vers des solutions qui puissent être profitables et acceptables par tous. Alors, à ce propos, il faut noter que hier, selon donc, le président de la commission de la CEDEAO, mardi prochain, à savoir donc, le 27 septembre, la CEDEAO dépêchera au Mali les présidents du Ghana, du Togo et du Sénégal pour obtenir la libération de ces fameux soldats ivoiriens. Alors, parlons justement de ça. Aujourd'hui, on voit que le bras de fer, en tout cas, s'affirme entre Bamako et Abidjan. À ce propos, on a discuté avec vous ici de ce qu'il est possible de faire comme solution. Alors, comment, selon vous, va-t-on résoudre cette affaire du moment qu'on parle aujourd'hui de prise d'otages et que finalement, ça devient un bras de fer qui touche les égos même des dirigeants de ces pays-là?
Oui, effectivement, c'est un problème qui dure et perdure depuis maintenant plusieurs semaines. Il est dommage que sur des questions qui certes relèvent de la sécurité interne du Mali, on n'arrive toujours pas à trouver une solution. Ce qui pose véritablement problème ici, c'est l'incompréhension totale entre les différentes parties, même s'il y a eu un geste de bonne volonté des autorités maliennes qui ont libéré, je crois, quelques éléments, des femmes, si je ne m'abuse. 3 soldats. Ici, il s'agit ici véritablement de trouver une solution assez rapide, un problème qui dure. Mais le fond du problème aussi reste le fait que la CEDEAO est parfois perçue, même si elle essaye à sa manière de faire la médiation, est perçue comme un instrument d'influence de puissances étrangères. Et ça, c'est quelque chose que au Mali, par exemple, et même en Guinée, vous avez comme ça cette montée. Alors, ça peut vous paraître excessif, mais on en est là malheureusement. Ce qui montre bien d'ailleurs la facilité avec laquelle ces différentes juntes arrivent à retourner l'opinion pour précisément montrer que les pays sont victimes d'un complot à l'international. Pour le reste, je pense qu'il faut revenir au bon sens et privilégier la voie du dialogue dans le cas d'espèce, puisque cette affaire des soldats ivoiriens qui ont été arrêtés en territoire malien risque encore d'empoisonner les relations, non seulement entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais surtout de polluer les débats au niveau de la CEDEAO. Alors, il y a aussi le cas du Burkina Faso qui semble quand même se distinguer des autres pays. Comment jugez-vous cette singularité du traitement du Burkina par rapport aux autres pays? Je crois que le temps de l'affrontement me semble révolu. Je pense qu'il y a un moment, lorsque l'on fait preuve de fermeté à l'égard de la communauté internationale ou de la CEDEAO, il y a un moment où il faut véritablement privilégier les intérêts bien compris de son peuple. Ici, il s'agit d'éviter le piège des sanctions pour ne pas alourdir inutilement les souffrances, mais surtout de s'inscrire dans une logique à la fois constructive de dialogue pour permettre justement une issue assez rapide dans le cadre d'un retour à l'ordre constitutionnel. Et je pense que les autorités burkinabées ont compris qu'il était beaucoup plus simple de se montrer constructif et réceptif plutôt que de jouer la carte de la radicalité ou de l'affrontement à l'instar de la Guinée par exemple. Alors, on retourne, bon, nous sommes toujours à New York, vu que tous ces dossiers y ont été évoqués. Alors, il y a aussi eu un cas il n'a pas manqué d'attirer l'attention, c'est cette jouxte verbale, entre guillemets, entre le Rwanda et la RDC, qui s'est finalement soldée par une rencontre tripartite avec donc la participation du président Macron qui était aux côtés de ses homologues rwandais et du Congo. De quoi s'agit-il exactement en fait, Aline Zouzi? Alors, d'abord, je pense que les deux chefs d'État rwandais, donc Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi, ont dû, à mon avis, être surpris par cette initiative, puisque le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait rencontré, dans un cadre purement bilatéral, Emmanuel Macron. Quelques heures plus tard, il y a eu cette tripartite. Il faut quand même rappeler les choses. Le président de la RDC s'est exprimé du haut de la tribune des Nations Unies de manière ferme et totalement inédite, puisque à l'instar de ce qui a pu se dire dans le passé, il a cité nommément le Rwanda comme étant l'agresseur contre le pays. C'est assez nouveau. De la même manière d'ailleurs qu'Emmanuel Macron s'est montré très offensif lorsqu'il a dénoncé cette forme de nouvel impérialisme qu'incarnait la Russie en Ukraine. Mais pour revenir sur le dossier congolais, nous avons une situation très simple. À l'heure actuelle, il y a une ville, Bunagana, qui est située dans le nord-est de la RDC, qui est occupée par le M23, qui est soutenu par le Rwanda. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des rapports onusiens. Et il y a également deux processus qui sont parallèles. Le processus de Luanda mené par le président Lourenço et le processus de Nairobi avec l'ancien président Uhuru Kenyatta. Ces deux initiatives sont couplées avec notamment le déploiement de la force régionale des États d'Afrique de l'Est qui est en train de se déployer. Le premier contingent est déjà arrivé, il s'agit du contingent burundais. L'idée ici, évidemment, c'est d'obtenir assez rapidement que le M23 quitte
Bunagana, cette position occupée depuis maintenant plusieurs mois, mais que surtout, eh bien, l'armée rwandaise cesse tout soutien au M23 en échange évidemment d'un dialogue où il y aurait effectivement un certain nombre de points qui pourraient être discutés avec en toile de fond ce que l'on appelle le programme en fait multisectoriel de désarmement, démobilisation, réinstallation communautaire qui permettent au fond de démobiliser les groupes armés et de les aider à se réinsérer dans la vie civile. Mais il faut bien savoir qu'à l'heure actuelle, lorsque vous écoutez les revendications du M23, elles sont totalement inacceptables puisque, encore une fois, ils réclament une intégration dans les institutions, dans l'armée, une amnistie, des choses auxquelles nous avions été habitués dans le passé et que nous ne pouvons plus accepter aujourd'hui. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir, à travers les différents mécanismes que je viens d'évoquer, arriver assez rapidement à une solution durable. Alors, quelle serait cette solution durable sur la base des mécaniques que vous venez d'évoquer? Je n'ai pas très bien entendu la question, alors, je disais, quelle serait cette solution durable sur la base de ces mécanismes que vous venez de nous exposer? Écoutez, il faudrait que le M23 puisse déposer les armes sans condition parce que cet activisme n'a absolument aucun sens dans la mesure où elle ne fait que créer des souffrances inutiles aux populations. Il reste des canaux de discussion. Ces canaux de discussion doivent être privilégiés, mais ils ne doivent pas être privilégiés au détriment de l'intérêt bien compris de la RDC. Donc c'est un exercice qui reste évidemment très compliqué, mais encore une fois, la RDC est un État souverain et si la RDC doit restaurer son autorité et rétablir l'intégrité territoriale dans des zones qui sont menacées, elle le fera quoi qu'il en soit. Et c'est quelque chose de non négociable. Quelque chose donc de non négociable. En tout cas, merci beaucoup Aline Zouzi d'avoir évoqué toutes ces questions avec nous. Nous avons fait le bilan de la participation africaine donc à cette 77e Assemblée générale des Nations Unies. Nous avons parlé du cas de la CEDEAO, mais aussi de ce qui se passe dans l'est de la RDC. D'ailleurs, d'où vous n'êtes pas très loin, vu que vous êtes à Lubumbashi, dans le sud-est, dans la province du Haut-Katanga, d'où vous nous parliez. Merci à vous et très bon séjour dans l'est de la RDC. Merci infiniment, à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et très bon week-end sur Médien TV. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain, Inch'Allah. Bonne semaine et bon week-end à vous. Merci.